les belles-mères, la deuxième vie des femmes, Madame et le management, Dessine-moi une famille. Voici quelques-uns des livres que nous lui devons, tous best-sellers. Journaliste passionnée par les relations humaines et surtout par ses contemporaines, elle conserve à 75 ans une verdeur, un dynamisme et une verve qui ferait pâlir plus d'un trentenaire. Membre de l'illustre famille Servan-Schreiber, mère de 4 enfants, grand-mère de 16 petits-enfants, elle défend la famille et considère la générosité comme la valeur clé. Nous allons faire sa connaissance tout au long de cette semaine. Je vous remercie d'être avec nous, Christiane Collange, dans VIP. Écoutez, merci de me donner la parole, j'aime bien, vous savez. Ça ne vous a pas dérangé que je dise votre âge, mais c'est tellement extraordinaire de voir quelqu'un d'aussi vivant que vous. Non, mais je vais vous expliquer. Quand on est à moitié jeune et à moitié vieille, on ne donne pas son âge parce qu'on a l'impression que ça vous vieillit. Tandis que quand on est carrément au-delà de 70 ans, et que, ma foi, on tient encore debout, on donne son âge pour que les gens vous disent « mais vous êtes formidable pour votre âge ». Mais vous ne vous sentez pas vieille, vous? Non, je ne me sens pas du tout jeune. Je me sens vivante. Je crois qu'on est vieux que quand la vie ne vous intéresse et ne vous amuse plus. Je ne suis pas dans cette situation-là et je trouve que j'ai beaucoup de chance. Parce que quelquefois, on est bien obligé d'être vieux parce que tout s'effondre sur le plan physiologique ou physique, où on perd ses possibilités. J'ai un peu mal aux genoux et j'ai des trous de mémoire, mais rien qui ne m'empêche de continuer à vivre. Alors c'est vrai que le journalisme, c'est un bon moyen aussi de rester toujours en éveil, l'œil vif et aux aguets. Vous êtes journaliste depuis l'âge de 22, 23 ans et depuis vous n'avez je dirais même jamais décroché. Depuis ma naissance. Oui, parce que vous avez fait un reportage in utero. Papa était journaliste. Oui. Et il a fait des choses extraordinaires, comme par exemple, dans le monde d'aujourd'hui ça paraît incroyable, il rentrait déjeuner tous les jours chez lui, avec ses enfants. Et dès, je sais pas, l'âge de 2-3 ans, on était à table avec papa, et qui nous racontait sa façon de vivre son métier. Je trouve que ça a été fantastique. Bon, par exemple, avant la guerre, il a rencontré Mussolini, Roosevelt, des gens comme ça, Iden. Et quand il revenait, il disait, vous savez les enfants, je reviens d'Amérique, j'ai vu Roosevelt, voilà qui c'est Roosevelt. Moi j'avais 6 ou 7 ans, mais c'était du journalisme. Il nous a mis ça dans le sang très jeune. Donc finalement, vous étiez journaliste et c'était presque écrit. Alors vous avez travaillé aux Échos, vous avez, j'allais dire évidemment, travaillé à l'Express, parce que c'est peut-être là aussi que les gens ont commencé à... Non, c'était pas évident, parce que j'avais d'autres sœurs qui n'y travaillaient pas. Oui. Mais comme je sortais de Sciences Po, et qu'à l'époque, c'était une bonne formation pour devenir journaliste, très naturellement, on a trouvé que c'était un bon endroit. Puis c'était grisant de créer le premier magazine français vraiment important. À l'âge que j'avais 23 ans, c'était fantastique. Alors vous êtes passé évidemment par l'Express, qui est une création made in Servan-Schreiber, on va dire. Vous êtes passé par la radio, Europe 1, vous êtes passé par la télévision aussi. Vous qui avez fait le tour des médias, vous avez quand même une prédilection. Ah oui, la radio. Oh, mais c'est ce que tout le monde dit. Tous ceux qui ont tout fait disent la radio. Oui. Ah ben oui, parce qu'à la télévision, on est tellement conscient que les gens regardent l'apparence et l'image, que moi j'ai toujours eu des problèmes avec mon image et que j'avais horreur de ça. Et puis les gens regardent vraiment l'image. Vous savez, je raconte toujours que quand j'ai été à LCI, j'ai fait 3 ans à LCI, ou c'était à France 2, je sais plus, je faisais tous les jours un éditorial sur les problèmes de société. M'ont toujours passionné le divorce, les difficultés comme celles qu'on peut avoir en ce moment, les quartiers difficiles. Et vraiment, je travaillais comme une brute et c'était le matin de bonne heure. Et je me rappelle d'un jour où j'avais eu un papier difficile parce que je voulais pas choquer les téléspectateurs et j'avais vraiment travaillé. Et je rencontre quelqu'un dans l'autobus en sortant de la radio qui me dit « Ah, vous aviez des jolies boucles d'oreilles ce matin !» Et c'était horrible parce que je me disais, oui, la télévision, c'est les boucles d'oreilles. D'ailleurs, je continue à en porter. Pas vous avez raison. Et la presse écrite? La presse écrite, j'écris très difficilement. Et à mon avis, pas très bien. C'est-à-dire que j'arrive à écrire comme je veux, dans mes livres ou dans la presse, mais c'est un travail colossal, alors que, comme vous pouvez vous en apercevoir, il m'est assez naturel de parler.
Mais la parole, c'est aussi une arme de journaliste, hein, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, ce sont surtout des livres, même plus que des livres, des best-sellers, et vous êtes tout le temps en conférence, un peu partout en France et même au-delà, pour vendre vos livres, et puis pour parler aussi, pour rencontrer les femmes. À chaque fois, vous rencontrez des femmes partout où vous allez. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous... On sent que ça vous habite encore, de rencontrer les gens, d'aller sur le terrain. Ah ben, je fais ça tout le temps. Je suis en région tout le temps quand je prépare un livre. Vous savez, je dis toujours, mes livres, c'est un article de journalisme qui durerait 300 pages. Parce que dans les médias modernes, que ce soit la presse écrite, on vous dit toujours, tu fais court, tu fais 1 minute, ou bien tu écris 2 feuillets. Et comment voulez-vous, par exemple, parler du problème des relations entre les belles-mères et les belles-filles en 2 feuillets? Alors, quand il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, je le traite long, mais je fais l'enquête comme si je faisais un papier dans un journal. Donc je vais dans toutes les régions voir des gens de toutes sortes, généralement des femmes. Je les trouve plus bavardes que les hommes. Et vous inventez aussi des termes, on vous connaît aussi pour ça, des termes que finalement on réutilise. C'est dans votre dernier livre qu'il y a le terme maturescence, dans la deuxième vie des femmes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une sociologue genevoise. Mais le livre s'appelle La deuxième vie des femmes. Et je crois que le terme deuxième vie est en train de remplacer le terme troisième âge. Vous allez voir, ça va devenir très courant de dire « Ah, t'es dans ta deuxième vie ». Ça veut bien dire quelque chose. Ou bien, je me sers beaucoup du terme seniorette aussi. Ah oui, bah oui, voilà, seniorette. Ah bah oui, c'est important parce qu'on parle toujours des seniors comme si c'était des hommes. Puis ça a un côté très machiste, le mot senior. Alors que dans la population des plus de 55-60 ans, il y a 2 millions de femmes de plus que d'hommes. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Avant d'être une seniorette, parce que vous êtes une seniorette, Christiane Collange, vous avez été une enfant, et je vous propose que dans la prochaine conversation, on parle de cette jeune Christiane Collange. Merci beaucoup. Les Servan-Schreiber sont à la France, ce que les Kennedy sont aux États-Unis, titrait un article paru récemment sur le web. Il est vrai que la famille est une dynastie entre Jean-Jacques, Jean-Louis, David, Fabienne, Christiane et les autres. On s'y perd. Alors de la famille, parlons-en. De votre enfance, Christiane Collange, Christiane Servan-Schreiber, parlons-en aussi. Vous faites non. Non. Vous n'êtes pas les Kennedy français. D'abord, on ne parle pas de quelqu'un dont je voudrais qu'on parle et qui est ma sœur Brigitte, qui a quand même été une des premières femmes sénateurs en France. Et elle s'appelait Brigitte Gros. Alors, nous avions nos noms, nous les filles, mais ça a été un homme d'État, ou plutôt une femme d'État très importante, qui malheureusement est morte assez jeune et on n'en parle pas assez. C'est vrai que je ne l'ai pas cité dans le... Non. Vous êtes très nombreux, les Servan-Schreiber, à être, oui, on fait beaucoup d'enfants. Connus. Vous faites beaucoup d'enfants et tous sont dans des filons finalement qui... Pas tous, mais beaucoup. Oui, beaucoup. Donc, ne serait-ce que vous avez un fils, Vincent Ferniaud, qu'on connaît absolument. En télévision. Absolument, voilà, absolument. Parlons de vous, petite fille. Vous êtes née en 1930, entre deux guerres. Donc tout de suite, c'est une enfance qui a été marquée par la guerre. Quel genre de petite fille vous étiez déjà en termes de caractère ? Absolument déchaînée. Je crois que le seul souvenir que j'ai de ma mère, vraiment présent dans ma petite enfance, c'est Christiane, tais-toi. Parce que, oui. Et mon père disant, écoute, Denise, laisse-la parler. Bon, je devais être fatigante, mais j'aimais la vie, mais tout m'amusait, mais j'étais toujours de bonne humeur, et ça fatiguait beaucoup ma mère. Il ne faut pas oublier qu'avant la guerre, c'était une période où les enfants ne devaient pas parler à table, par exemple. Moi, m'empêcher de parler à table, petite fille, c'était absolument impossible. Mais vous aviez peut-être besoin d'exister, parce que vous n'étiez pas la première de cette fratrie de 5, vous n'étiez pas la dernière, vous n'étiez pas la première fille. J'ai été une catastrophe dans la vie de mes parents, parce qu'en fait, il y avait eu Jean-Jacques, n'est-ce pas ? Je dirais, avec une comparaison un peu osée, que ma mère était à Jean-Jacques ce que la Vierge Marie était au Christ. Je veux dire, elle était persuadée d'avoir mis au monde ce qu'on pouvait faire de plus extraordinaire dans l'existence. Puis il y avait eu 2 filles, bon, très bien, ça allait, mais quand la 3e fille est née, qui était moi, elle a été, mais vraiment... désolée. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que le Seigneur lui avait fait ça Et puis alors, 7 ans après moi, enfin... il y a eu encore un garçon, et ça a été Jean-Louis. Donc j'étais dans une position très en porte-à-faux. Ce qui fait que j'aurais pu
j'ai pas été malheureuse du tout, hein, parce que je suis pas faite pour être malheureuse et je crois pas que ça soit mon caractère. Mais j'aurais pu devenir une espèce d'enfant pas très excitante parce que j'étais un peu... mes parents avaient une vie très confortable. Je reconnais que je suis née plutôt avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. Et tout ça aurait pu... Et des chaussettes blanches qui étaient toujours en tire-bouchon. Christiane, tais-toi et tire sur tes chaussettes. Ça, c'est... C'était mon enfance. J'étais mal élevée. J'avais les cheveux raides alors que c'était l'époque de Shirley Temple avec des boucles. J'étais grosse et il fallait être mince. Je veux dire... J'avais pas beaucoup de qualités, sauf que je crois que je travaillais très 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 bien. Et ça faisait plaisir à mon père. Mon père a toujours bien aimé mon côté fille qui a fait des études, alors qu'à l'époque c'était pas si fréquent. J'ai eu des mentions au bac. Enfin, je veux dire, j'étais la fille qui faisait des études. Entre nous soit dit par rapport à mes deux sœurs. Bon. Mais heureusement, si je puis dire, il y a eu la guerre. Sinon, j'aurais pu être une enfant gâtée, un peu bourgeoise. Et comme pendant la guerre, papa était d'origine juive, pas du tout juif pratiquant, mais d'origine juive, maman étant d'une famille très 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 catholique, mais quand on s'appelait Schreiber pendant la guerre, on a vécu des choses tout à fait importantes et graves, et qui, je crois, m'ont appris le sens des valeurs de la vie. Enfin, je veux dire, et la peur, et la haine du racisme, et le besoin de liberté, et de ce que c'était que de vivre en liberté ou pas en liberté. Des valeurs fondamentales qu'on emporte avec soi tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Je crois que la guerre a vraiment... Et puis, la fin de la guerre a été quelque chose d'extraordinaire. J'avais 14 ans. Papa était parti, donc, rejoindre De Gaulle, et on était mort d'inquiétude. Maman a fait de la résistance, elle était tout à fait dans les mouvements avec Bidault, vous savez, les mouvements catholiques résistants, comme ça. Donc on a été mêlés à la guerre très profondément. Mêlés à l'histoire, en fait. Mêlés à l'histoire, oui. Avec un papa journaliste, et puis en plus une vie mêlée à l'histoire comme ça, vous pouviez difficilement, finalement, échapper à votre destin. Non, mais j'ai surtout pu échapper à une mentalité de petite dame bourgeoise sans importance. Quelle est la phrase, ou les phrases, ou les mots que vous aimeriez dire à cette petite Christiane, si vous pouviez la croiser là, au coin de la rue et lui adresser quelques mots? Oh, je lui dirais le contraire de ce que m'avait dit une de mes tantes, qui était et qui un jour, me regardant à 8-9 ans, me dit... ma pauvre Christiane, il faut reconnaître que tu es vraiment moche. Mais enfin, tu es intelligente, tu t'en sortiras peut-être. Mais c'est extraordinaire de dire ça à une gamine. C'est bien de dire ça à une gamine de 9 ans. Je peux vous dire que j'en ai eu des complexes dont je me sors à peine, dont je ne suis jamais sortie en réalité. Alors vous lui diriez quoi, cette petite Christiane, pour rattraper tous ces mots? Je lui dirais, ma imprudents? chérie, d'abord tu as une bonne gueule. Ce que je confirme. Non mais... certes, tu n'es pas un mannequin, mais c'est pas ça l'important dans la vie. Ce qui est important, c'est que tu pourras aimer et que tu es aimé par ton papa et que ça va te donner une force absolument fantastique. Et il faut pas attacher plus d'importance que ça uniquement à l'apparence. Et avec une tête comme la tienne, je suis sûre que tu réussiras ta vie. La suite vous aura donné raison. Ce qu'elle a fait. Merci beaucoup, Christiane Collange. Pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille, disait Mère Teresa. 3 maris, 4 enfants, 16 petits-enfants, c'est le bilan non définitif d'une vie familiale bien remplie. Une famille que mon invité défend bec et ongle, un esprit familial qu'elle tente de sauver avec ses moyens de journaliste, en écrivant et en parlant. Évidemment, Christiane Collange. La famille chez vous, c'est aussi bien la famille passée, hein, cette famille Servan Schreiber, vos 4 frères et sœurs, etc., que la famille que vous avez construite vous. Oui, ça joue un rôle très très important dans ma vie. Je suis persuadée que c'est une valeur complètement essentielle et que malheureusement, ça n'est pas
tellement... c'est défendu comme une valeur rétrograde. Alors que moi, je trouve que c'est une valeur complètement essentielle dans l'équilibre, en tous les cas, de moi en tant que femme. Je ne sais pas... vous savez, quand j'étais jeune, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et je disais, en toute modestie, vous allez voir, je veux être rédactrice en chef et avoir 4 enfants. Et oui, ce sont mes réponses d'aujourd'hui, ça. Voilà, vous voyez. Et je me souviens de ma mère me disant, mais ma petite Christiane, c'est justement ça qui n'est pas possible. Ou on est rédactrice en chef, ou on a 4 enfants. Bon, et j'ai rempli mon contrat par rapport à moi-même, mais ce fait d'avoir des enfants est quelque chose qui a toujours joué un rôle tout à fait fondamental dans ma vie, à côté de ma carrière, en même temps que ma carrière et avant ma carrière. Vous savez, à mon âge, on commence à faire des bilans un peu quand même. C'est bien d'avoir des projets, mais à un moment donné, on se retourne et on regarde un peu derrière. Et je me disais, qu'est-ce qui restera de moi ? Alors, franchement, pas grand-chose du métier que j'aurais fait. J'ai fait un peu progresser la condition féminine dans le monde d'aujourd'hui. J'ai donné un peu de bonne humeur à des femmes qui doutaient d'elles-mêmes, choses comme ça. Mais dans une génération, ce sera fini. En revanche, le fait d'avoir mis au monde et d'avoir cette famille où mes fils ont fait comme moi, en faisant plein d'enfants, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de riche, de puissant. Vous comprenez ces femmes qui décident de ne pas enfanter pour privilégier une carrière, par exemple, ou une vie juste centrée sur elles ? Alors, que je les comprenne, si vous voulez me dire est-ce que je comprends pourquoi ça leur arrive, oui. Parce que c'est vrai que ça demande, pour avoir des enfants et un boulot, une énorme énergie, vous le savez très bien. Il faut vraiment, il y a une période très difficile où on a à la fois des enfants petits et à faire sa carrière, et où ça demande vraiment d'arracher, si je puis dire, son potentiel de vie. Et il y a des femmes qui n'ont pas en elles cette espèce de puissance. Alors, je les comprends, mais d'abord je les plains profondément, parce que ne pas savoir ce que c'est que d'avoir des enfants me paraît un manque, mais je ne sais même pas comment on peut se dire au bout de sa vie. Vous savez, j'en vois beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup, des femmes, bon alors à 30, 35, ça va encore. À 40, elles commencent à sentir que l'horloge biologique est dépassée. À 50, c'est difficile. Mais alors, à mon âge, c'est dramatique. Alors, elles vous répondent toujours, j'ai des neveux et nièces. Oui, certes. Et on peut être... Vous parliez de sœur Emmanuelle, qui, Dieu sait, a aimé les enfants. Mère Teresa, là. Mère Teresa. Enfin, même genre de personnage. Oui. Ouais. Mais avoir fait des enfants, avoir eu des enfants, je suis d'autant plus honnête que j'ai détesté être enceinte. Alors alors moi, toute la littérature sur ce petit être qui bouge en vous et qui vous met dans un état extraordinaire, j'avais horreur de ça. Je me trouvais grosse, je me trouvais lourde, je me trouvais diminuée intellectuellement, et il y avait le machin qui plutôt me posait un problème. Donc j'ai pas fait des enfants pour être enceinte. Mais voir pousser ces enfants, Dieu sait que c'est compliqué et fatigant, mais... quelle aventure humaine, enfin je veux dire. Vous savez, moi, tout ce qui va dans le sens de la vie me paraît ce qu'il y a de plus important. Et rien ne va plus dans le sens de la vie que les enfants. C'est beau à voir. Vous parliez d'une valeur rétrograde, la famille, tout à l'heure en début de conversation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un divorce sur 2, maintenant aussi bien à Paris qu'en région. On a des enfants désorientés. Vous l'analysez comment, vous, cette société actuelle avec d'abord, je crois une cellule familiale qui a explosé, alors qu'elle est quand même le creuset de la société? Non, je crois que c'est le couple qui explose. Et vous savez, une de mes grandes constatations, c'est qu'il y a 2 sortes de familles. Il y a la famille horizontale, qui est ce qu'on appelait le couple nucléaire, papa, maman et les enfants. Et puis il y a la famille verticale, avec la succession des générations. Et si le couple a de plus en plus de difficultés, je trouve que les relations entre les générations ont rarement été aussi importantes dans le devenir de chacun.
Vous savez, je donne toujours cet exemple. Jadis, si on se séparait dans un couple, la dernière personne qu'on allait prévenir, c'était ses parents et en particulier sa mère. Aujourd'hui, une jeune femme qui a des difficultés dans son couple et qui divorce, la première personne à qui elle va aller demander de l'aider et de venir à son secours, c'est ses parents et c'est sa mère. Il y a quelque chose qui s'est complètement transformé parce qu'il y a une... Comment je dirais, il y a un accueil entre les générations. On me donne toujours cet exemple, par exemple, des rapports entre les vieux et leurs enfants. Et on dit toujours que les Français abandonnent leurs vieux. Eh bien, c'est pas vrai. Je veux dire, au moment de la canicule, vous vous rappelez, on a dit il y a eu 15 000 morts parce que les gens étaient sur les plages et ne s'occupaient pas des vieux pendant cette période. Eh bien, on s'est aperçu que les gens qui étaient morts, et c'est horriblement triste, c'était très souvent des gens qui n'avaient plus ou n'avaient pas eu d'enfants. Et qui en fait, ou qui s'étaient fâchés avec leurs enfants, ou qui habitaient très très loin de leurs enfants. Des gens isolés. Enfin, des gens isolés. Et j'en ai parlé avec des directrices de maisons de retraite, toutes disent, mais vous savez, c'est fou ce que la génération des 60 ans, disons, s'occupe de leurs vieux parents. Et ça, c'est la famille aussi. La famille, c'est pas seulement un monsieur, une dame et leurs enfants, c'est 4 générations, si ce n'est 5, dans un certain nombre de familles. Et je crois beaucoup à cette utilité. Moi, je me sens formidablement utile en tant que grand-mère. Mais vous êtes un bon porte-parole de la famille, hein, je trouve. Vous défendez bien écoutez, cette cellule, effectivement, comme vous disiez. Mais oui, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont extraordinairement décevantes. Alors, la famille, c'est pas toujours chouette, mais au bout du compte, c'est les gens sur lesquels on peut le plus souvent compter. Je dis pas toujours, je dis le plus souvent. Merci beaucoup, Christiane Collange. Il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité, écrivait Paul Éluard. La générosité, qualité d'une personne qui donne avec largesse et sans rien attendre en retour. Mais il y a une autre définition de la générosité, plus rare, qui signifie noblesse, élévation de sentiments, courage, comme on dit, combattre avec générosité, faire assaut de générosité. On va parler de tout ça avec vous, Christiane Collange. C'est la valeur que vous avez choisie, la générosité. Valeur qui vous caractérise, peut-être aussi. Oh non, je ne suis pas assez... Oh non, je suis pingre, moi. Non, je ne suis pas pingre, non, ça, vraiment pas. Non, c'est pas mon genre. Mais c'est une valeur à laquelle j'attache beaucoup d'importance. D'abord, j'ai horreur des gens radins et pingres. Je trouve ça épouvantable. Voilà, ça me choque profondément. Mais c'est pas par rapport à l'argent que je parlais de générosité. C'est une générosité affective. C'est-à-dire cette espèce de façon d'aimer les autres pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils vous donnent. C'est très spécial. On est plus dans la deuxième définition, noblesse, élévation des sentiments. Non, mais c'est aussi ça. On donne aussi. Par exemple, j'adore les chiens. Ah. Oui, ça grand bien vous fasse. Oui, ça a joué un grand rôle dans ma vie. J'ai eu des chiens que j'ai adorés et rien n'est plus généreux qu'un chien. C'est quelqu'un qui a une espèce de don de soi absolument extraordinaire, sans arrière-pensée, sans se demander si vous lui donnez en retour. Il vous aime parce que vous êtes son maître et qui vit avec vous, voyez. Et je trouve que c'est bien un peu d'être chien. J'aime beaucoup moins les chats qui ont quelque chose de plus contrôlé dans le comportement. J'adore la générosité des enfants, par exemple. On parlait d'enfants tout à l'heure. Ou j'aime la générosité des gens qui s'intéressent au monde qui vit et qui ne se situe pas toujours par rapport à ce que le monde peut leur rapporter. Vous l'analysez comment, la générosité dans la société actuelle? Vous pensez que c'est une valeur encore très présente? Je n'aime pas du tout une tendance qu'il y a actuellement du moi-je personnellement, c'est cette espèce d'individualisme forcené qui dit aux gens: occupez-vous, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous pouvez tenir comme place. Les autres, après tout, c'est trop compliqué pour vous en
préoccuper vraiment. Je trouve que l'individualisme poussé à l'extrême comme il y a actuellement est pour moi le contraire de la générosité. Si on s'occupe de soi tout le temps, on ne peut pas s'intéresser aux autres. C'est pas s'occuper, c'est s'intéresser. De quoi êtes-vous le plus généreuse, vous? Oh, je crois de mon temps. J'aime bien donner du temps aux gens dont j'ai l'impression qu'ils en ont besoin. J'y pense parce que c'est quelque chose en ce moment qui est triste autour de moi, c'est que j'ai des amis qui étaient plus âgés que moi, il y en a beaucoup qui perdent leur mari. Et je trouve que j'ai envie, quand elles deviennent veuves comme ça, de les emmener quelque part, de les inviter à déjeuner chez moi, d'aller, je pense à une d'entre elles, l'autre jour, on en allait se promener au jardin, parce que ce vide absolument épouvantable, donner du temps dans le monde d'aujourd'hui, c'est une chose dont on est quelquefois un peu avare, parce qu'on n'a pas le temps de donner du temps. Alors, l'argent, oui, bien sûr, pourquoi pas. Je veux dire, si quelqu'un a vraiment besoin, c'est pas ça l'essentiel. Mais je trouve que moi, ce qui me coûte le plus à donner et que j'essaye de donner quand même, c'est du temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à la générosité? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut aller vers autre chose que la générosité? Si, il faut se défendre quand même de ne pas se laisser entièrement bouffer, comme on dit. Par exemple, par les enfants. Moi, il y a une limite à ma générosité grand-maternelle, c'est que j'ai tellement de petits-enfants que si je voulais leur donner à tous le temps auquel ils auraient droit, entre guillemets, j'y arriverais pas. Alors vous faites comment? Je donne à ceux qui en ont le plus besoin. Je donne à ceux qui en ont besoin plus qu'à ceux où ça me fait vraiment plaisir. Et puis quand les deux vont ensemble, c'est bien. Mais et puis je reconnais que je me préserve du temps à moi quand même, parce que sinon on perd le sens de sa vie. Qui incarne le mieux cette valeur de la générosité, soit dans votre entourage, ou soit quelqu'un qu'on pourrait connaître, nous aussi? Vous savez, on a un exemple formidable en France qui a été l'abbé Pierre. Bon, ça a été la générosité. Mais un homme comme Yannick Noah aussi a quelque chose de formidable. Ah, vous êtes une copine de Yannick? Pas du tout, je ne le connais pas. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a une générosité comme ça. Vous voyez, il pourrait être juste une vedette et gagner beaucoup d'argent. Et je trouve qu'il est sympa, quoi, avec tout le monde. Et il donne de son temps. C'est drôle parce que vous venez de citer les deux personnes les plus aimées des Français. L'abbé Pierre, qui maintenant est hors classement, parce qu'il a demandé d'être hors classement, puis maintenant c'est Yannick Noah, le numéro 1. Oui. Ce sont des généreux. Les gens le sentent. Voilà. Les gens le sentent. Je ne suis pas fanatique de Johnny Hallyday. C'est quelqu'un qui est tellement à s'occuper que de lui et de ses petites histoires que je ne devrais pas dire du mal de quelqu'un. Vous le connaissez ou pas? Pas du tout. D'accord. Je ne suis pas people. Je ne suis pas people. Pour terminer cette conversation sur la générosité, vous avez une devise particulièrement, Christiane Collange? Même si elle n'est pas liée à la générosité, mais je sais pas, une phrase que vous ressassez ou qui guide votre vie? Oh non, il n'y a pas de phrase qui guide ma vie. Ou un mot particulièrement, non pas spécifiquement? Non, pas vraiment. Non. Ce qui guide ma vie, c'est l'envie de vivre. Et je ne peux pas vivre sans les autres. C'est joli ça pour terminer. Merci beaucoup. La mort est le terme naturel de la vie terrestre, même si elle peut paraître injuste. Les chrétiens croient qu'après la mort, ils sont vivants avec Dieu pour toujours. Notre corps n'existe plus, mais grâce à Jésus-Christ mort et ressuscité, nous passons nous aussi de la mort à la vie avec Dieu. Il est le chemin qui mène au Père. Christiane Collange, ça c'est un discours catholique qui vous échappe complètement. Alors, totalement. À tel point que vous êtes porteuse d'une carte de l'association pour mourir dans la dignité, c'est ça exactement le... Oui, absolument. Voilà. C'est une association qui existe, qui a beaucoup de... mais qui, pour l'instant,
la carte que je porte toujours sur moi est plutôt destinée à dire si jamais un jour j'ai un accident grave ou si je tombe dans le coma, des choses comme ça, je vous en prie, ne vous battez pas pour me réanimer éternellement. Je veux pas d'acharnement thérapeutique. Et ça, c'est aussi un discours de l'Église catholique, pas d'acharnement thérapeutique. Non, non, mais c'est une volonté personnelle, je veux dire. Mais au-delà de ça, cette association aussi, à mon avis, enfin, il y a eu l'histoire de Vincent Imbert et de sa mère. Nous sommes battus pour que la mère ne soit pas poursuivie par les tribunaux, parce qu'il en avait exprimé le désir. Hein. Et moi, au fond, ce que je voudrais, c'est que si un jour j'exprime le désir profond d'arrêter ce truc-là, qui s'appelle la vie, que je puisse le faire et que si quelqu'un m'aide, il ne soit pas poursuivi par les tribunaux. Je suis pour ce qui est arrivé à la mère de Lionel Jospin, c'est-à-dire le suicide libre et consenti. Je trouve qu'on a le droit de mettre fin à sa vie si on en a marre de vivre. Vous vous rendez compte que c'est un discours qui est quand même très très dur à entendre, qu'on soit catholique ou pas, hein, mais d'autant plus quand on est catholique, mais que c'est un discours très dur à entendre, surtout vous qui proclamez tellement aimer la vie. Mais oui, c'est parce que je l'aime que je ne voudrais pas qu'à un moment donné, elle me soit d'un poids insupportable. Imaginons que je sois, comme on a vu dans certains films ou dans certaines expériences, que je ne puisse plus du tout vivre, que j'ai besoin totalement des autres pour vivre. Vous savez, ce sont ces gens qui n'ont plus qu'un clignement de paupières pour s'exprimer. Si ça ne m'intéresse plus du tout, si je suis un poids pour tout le monde, si la vie n'a plus de sens pour moi, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai pas la machine. Mais peut-être qu'à un moment, vous êtes déprimé, la vie n'a plus de sens pour vous, etc., mais qui vous dit que le mois d'après, ça n'ira pas mieux, que vous ne retrouverez pas goût à la vie, retrouver du sens. Il y a des gens pour qui ça ira pas mieux. Et puis il y a quelque chose d'inéluctable dans l'avance en âge. Je comprends très bien. Ah oui, non, mais je comprends très bien qu'on dise ça, par exemple, sur des jeunes de 30 ans. Je ne suis pas pour favoriser le suicide des jeunes qui ont un coup de blues. Moi, quand je veux dire qu'il y ait un suicide, c'est soit parce que j'aurai une maladie tellement grave que j'ai très peur de la souffrance. Je veux dire, les catholiques ou les gens religieux considèrent que la souffrance est envoyée par Dieu. Bon, à partir du... Oui, et qu'il faut la supporter parce que... Non, c'est pas exactement ça, mais la souffrance, elle n'a de sens que si justement on lui donne un sens. Oui. Bon. Dieu n'envoie pas la souffrance. Alors moi, je n'ai aucun sens à lui donner. Je trouve que c'est quelque chose de terrible, les grandes souffrances. Hein. Moi, j'ai une sœur qui est morte d'un cancer généralisé. On n'avait pas le droit de la laisser. Bon, c'était comme ça. Elle n'a pas demandé à arrêter. Mais si j'avais été à sa place, je crois que j'aurais demandé à ce qu'on m'aide à en sortir. Bon, c'est une question strictement individuelle et je trouve qu'il faudrait que ce droit existe. On devrait avoir le droit de dire « j'en ai marre. J'en ai marre. C'est ma vie après tout. C'est pas aux autres d'en décider. » Vous voyez, quand on poursuit devant la justice, je veux dire qu'on essaye de me convaincre, c'est un de... Mais c'est pas essentiel dans ma vie. C'est un droit que je voudrais qu'on me reconnaisse. Je trouve que je me suis beaucoup battue, au cours de ma vie, pour tout ce qui permettait à l'individu d'être plus libre de lui-même. Bon, mon très très grand combat a été la contraception. Parce que pour moi, donner aux femmes la liberté d'avoir les enfants qu'elles voulaient au moment où elles le voulaient et de ne pas être soumises au hasard dans ce domaine et de ne pas être obsédées par cette terreur, etc. Ça a été vraiment un très grand combat. Un combat qui m'a plu dans la mesure, évidemment, où j'avais 4 enfants et on ne pouvait pas m'accuser que je sois quelqu'un qui n'avait pas l'amour formidable des enfants. Bon, donc ça a été un combat qui allait dans le sens de cette espèce de responsabilité individuelle par rapport à soi-même. J'avoue honnêtement que je n'ai jamais pu vraiment admettre dans ma tête à moi
la notion d'avortement. J'ai soutenu beaucoup Simone Veil parce que tout ça c'était le même combat, mais personnellement j'aurais pas pu le faire. Ne me demandez pas pourquoi, c'est sans doute par cette passion de la vie que j'ai, et si j'avais eu à décider d'arrêter, je crois pas que j'aurais pu le faire, mais je comprends les femmes qui le font. Donc je trouve que c'est bien que celles que ça gêne pas le fassent. Et mourir. Mais on raisonne toujours par rapport à celle que ça gêne pas, sans jamais demander l'avis finalement de la personne concernée, en l'occurrence l'embryon, mais ou le fœtus. Non, on va pas faire le débat de l'avortement ici. Nous sommes sur le débat. Bon, ce que je veux dire, c'est que tous ces combats, je les ai menés. J'ai mené aussi beaucoup de combats qui étaient pour la prévention médicale. Pour le cancer du sein. Pour le cancer du sein en particulier, parce que je trouvais scandaleux. Un combat moins polémique déjà. Oui. Non, mais je trouvais scandaleux que on laisse les gens avoir des maladies graves simplement parce qu'on voulait pas ou qu'on ne les encourageait pas à s'occuper de la vie. Vous savez, vous entendez toujours le mot vivre hein, quand je dis quelque chose. Oui. Et le droit de mourir fait partie de la vie pour moi. C'est votre opinion. Merci beaucoup, Christiane Collange. Citation de Teilhard de Chardin. « Deux amours bâtissent ces deux royaumes. L'amour de Dieu croissant jusqu'au renoncement à soi et l'amour de soi, envahissant jusqu'à l'oubli de Dieu. Ils sont en lutte jusqu'à la fin. Chacun en perçoit le choc en son propre cœur, mais l'enjeu du combat est universel. » Christiane Collange, petite citation de Teilhard de Chardin pour se mettre en jambe, là, comme ça. Oui, alors, vraiment, je ne suis pas dans le cas. Ce que vous dites, là, c'est pas du tout mon problème. Oui. D'abord, l'amour de Dieu, c'est pas mon truc, et l'amour de moi non plus. Je me situe vraiment pas dans la cible. Je suis une athée, une vraie. Profondément, c'est-à-dire que je ne me pose pas de questions, c'est affreux, hein, ça fait un peu idiot de dire ça, il faudrait avoir des angoisses métaphysiques, des aspirations spirituelles, mais alors moi, rien, voilà, rien. J'ai passé, ma mère était extrêmement catholique, mais à un point formidable, il y avait eu des prêtres dans sa famille, le frère de sa mère était curé, c'est vous dire. Et bien entendu, quand j'ai été baptisée normalement, papa a accepté, bien que lui n'était pas du tout religieux. J'ai passé 6 ans chez les bonnes sœurs. Bien passé, mal passé ? Oh j'ai toujours dit, elles m'ont gardée parce que j'étais bonne élève et qu'elles voulaient avoir des résultats au bac. Je crois que vraiment, elles m'ont supportée. Parce qu'elles étaient très très gentilles et qu'elles se disaient c'est pas possible quand même qu'on n'arrive pas à quelque chose avec celle-là. J'étais terrible de contestation, de refus. Je me rappelle, ça a commencé parce que plus petite, je suis allée à l'école communale, donc j'étais pas dans un milieu religieux. Donc ça a commencé à 13 ans, vous voyez, pendant la guerre. Et puis à 14 ans, c'était la libération et ça a commencé le jour où on a eu une grande discussion sur l'enfer et le paradis, et où j'ai dit carrément, écoutez, moi, pour ce qui est du paradis, je veux bien si ça vous fait plaisir, mais l'enfer, sûrement pas. Alors on m'a dit quoi, sûrement pas? Je dis non, parce que j'ai bien réfléchi, même Hitler, et Dieu sait ce que ça voulait dire Hitler pour une petite fille comme moi, même Hitler, je ne le mettrais pas en enfer. Je trouve que cette idée que votre Dieu puisse mettre qui que ce soit pour l'éternité dans l'enfer, me paraît une idée complètement aberrante. Alors je me rappelle, l'aumônier de l'époque a commencé à me dire, mais c'est, je ne sais pas comment ça s'appelait, quand on commence à contester une partie des choses comme ça, et puis blasphématoire. Blasphématoire, voilà. J'étais blasphématoire. Alors il m'a dit, il faut se confesser, parce que quand on pense des choses... Ah, j'ai dit non, ça alors... C'était pas très ouvert à la discussion à l'époque, alors. Oh la vache. C'était terrible. C'était terrible. Et on voulait toujours m'expliquer que si j'étais contente de moi, c'était un péché d'orgueil. Des tas de trucs comme ça qui me...
hérissait profondément. Et qui vous a finalement bloqué, j'aime pas le mot définitivement, mais... Ah, je suis pas bloquée. Ah, je suis très à l'aise. Ah, mais alors pas bloquée du tout, du tout. Non, mais par rapport à la religion, non, mais je trouve ça a que, marqué la non, mais rupture, attendez, je quoi. trouve que par rapport aux gens qui ont justement des interdits, des choses qu'ils ne veulent pas parce que Dieu dirait que, moi, comme il me dit rien et que je ne crois pas qu'il existe, je suis très à l'aise sur des tas de sujets où la religion interviendrait sinon. Mais vous n'avez donc aucune espérance, en fait? Ah si. L'espoir que le jour où ça sera fini, ça s'arrête. Pour moi, ça serait dramatique de penser qu'il va se passer quelque chose d'autre après. Parce que je trouve que la vie est formidable, mais ça ne me gêne pas du tout de n'être qu'une petite fourmi qui, le jour où elle disparaîtra, ça ne changera rien pour personne. Et pourquoi ça vous gêne tant, l'idée qu'il y ait éventuellement une autre vie après la vie? Parce que je trouve qu'au nom de ça, on obtient des choses des gens que je ne voudrais pas leur demander. Oui, mais ça, après, c'est les hommes qui... Ah oh, c'est les hommes. Qui gèrent ça comme ils veulent. Non. C'est les hommes qui se réfèrent en principe à Dieu. Non, me racontez pas d'histoire. Dans les religions, prenons l'exemple de l'islam ou celui de la religion catholique ou des évangélistes américains, ils se réfèrent à Dieu. Vous savez, Dieu est toujours mêlé à leurs interdits, à leurs... Ce que je dis, c'est les hommes. Non, ça n'a rien à voir avec la foi. Faut bien croire qu'il fait quelque chose, ce Dieu-là. Il faudrait bien croire qu'il s'occupe de la vie. Ou sinon, alors, c'est quoi? Et alors, si malgré tout, le jour où vous partirez, si malgré tout, il existait, il s'avérait qu'il existait, vous lui diriez quoi en vous retrouvant face à face avec lui? Je dirais, écoutez, alors ça, je suis bien épatée, parce que alors je m'en étais pas doutée. Je n'en avais pas une joueuse? Oh, oui, puis qu'est-ce que je lui dirais? Alors vraiment, je serais sidérée. Voilà, je serais sidérée. Vous seriez muette. Ah oui, de je serais complètement stupéfaite. Mais je ne le crois vraiment pas. Ce qui d'ailleurs donne à ma vie une qualité, je veux dire une essence tout à fait importante. C'est parce que je crois qu'il n'y a rien après que j'essaye de faire au mieux et d'en profiter au plus et de faire des enfants pour que cette vie en elle-même continue. Je crois à la vie beaucoup. Je ne crois pas à la mort. Vous avez un discours que les catholiques ont aussi finalement. Peut-être. Pour une autre raison, parce que eux croient à la vie éternelle. Oui, mais écoutez, je dois dire que les gens me disent, mais ça doit être triste de penser qu'on devient rien. Moi, ça ne m'attriste pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça me poserait des problèmes philosophiques graves de me demander tout le temps si je fais ce qu'il faut pour la suite. Moi, je fais ce qu'il faut pour ici et maintenant, pour ma vie. J'essaye d'avoir une vie qui correspond à un certain idéal qui est mon idéal de vie. Mais je ne m'interroge pas sur ce qui se passera après. Vous savez ce qu'on dit chez les cathos? C'est pas parce que vous ne croyez pas en lui que lui ne croit pas en vous. Je vous laisse avec ces paroles, Christiane Collange. Merci beaucoup. Dernière conversation avec mon invité, Christiane Collange, une conversation qui part en question de ci, de là, auquel vous allez tenter de répondre. Vous qui aimez tellement le mot vie, qu'est-ce qui vous étonne dans la vie? Ce qui m'a le plus étonné, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Ah. Parce que c'est quelque chose qui ne cesse de m'éberluer. Je trouve que c'est incroyable qu'on n'arrive pas à rapprocher plus que ça les deux points de vue. Vous avez une minute de silence à consacrer. À qui ou à quoi la consacrez-vous? Oh, je pense à mon papa. Oui, j'ai eu une très 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 grande passion dans ma vie, qui a été mon père. Et c'est quelqu'un, quand je ne fais rien, à qui j'adresse encore la parole. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite ou la proposition la plus étonnante que vous ayez acceptée?
Oh, je crois que c'est quand j'ai démarré à la télévision sur LCI, alors que j'étais à la retraite et que j'avais 63 ans. À l'époque, ça me paraissait quelque chose de fou. Aujourd'hui, vous voyez, ça ne me gêne plus du tout d'être à la télévision à 75 ans. Maintenant, j'ai passé la barre. J'ai été très bloquée par le passage des 60 ans, parce que, bon, ça y est, j'étais un peu à la retraite. Puis maintenant, alors donc, je suis partie pour la gloire. La deuxième vie de Christiane Collange. Oui. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait, Christiane? Celui qui vous a le plus touché, en tout cas. Oh, c'est un jour, mon éditeur chez Fayard, Claude Durand, au moment où je lui ai donné, je ne sais plus, mon 7e ou 8e livre, et qui m'a dit, tu vois, tu fais des progrès. C'est joli. Quel échec, pardon, vous a fait avancer le plus? Oh, ça, c'est difficile. Je crois que c'est quand j'ai quitté l'Express et que tout d'un coup, je me suis retrouvée vraiment plongée dans la vie professionnelle, en dehors d'un certain confort familial, et où il a fallu que je me batte à égalité avec tout le monde. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis devenue beaucoup plus compréhensive et gentille, je crois, avec les autres confrères. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Le luxe. Oh, je sais. Moi aussi, je sais. C'est ma maison de famille en Normandie. C'est vraiment un luxe d'avoir une maison de famille. Mais j'y ai passé mon enfance, j'y ai élevé mes enfants. Maintenant, mes fils y viennent avec leurs enfants. C'est un énorme luxe quand on est parisienne d'avoir une maison de famille. Mais alors, c'est mon luxe. Je me disais bien que ça allait tourner autour de la famille. Mais c'est vrai. Quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Bon, pas Georges Bush, on l'aura compris dans l'émission. Non, ça, c'est pas vraiment ça. Je suis pas fanatique, hein. En ce moment, pouf. Un petit peu du mal à trouver votre héros. Un peu du mal à trouver, héroïne. oui. Comme tendance, j'ai toujours été plutôt de gauche. Mais en ce moment, ce qui se passe à gauche me donne vraiment, me fait tellement de peine. Je suis triste. Hein. Ben voilà, une seconde carrière politique. Non, alors, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est raté. Pas du tout. Non, ça, pas du tout. J'ai eu une sœur sénateur, Oui. Ça m'a suffi dans la famille. Et Jean-Jacques était politique. Vous savez, on a toujours dit dans la famille, les aînés ont été politiques, ma sœur et Jean-Jacques, et les petits, c'était moi et Jean-Louis, ont été journalistes. Et voilà, Jean-Louis Servan-Schreiber qui aujourd'hui dirige le magazine Psychologie, le mensuel. Oui. Vous accepteriez de faire la première de couve de Psychologie? Oh, mais il n'en est pas question, il n'est même pas question que j'y travaille. Ah. Comme ça. Puisqu'on parle de littérature entre guillemets, quel est votre livre de chevet? En tout cas, votre livre peut-être préféré? Je ne suis pas le genre à relire parce que j'ai toujours dit qu'il y en a qui s'accumulent dans ma bibliothèque pour quand je serai à la retraite. Mais je n'y suis toujours pas. Donc je lis beaucoup. Mais le livre qui m'importe, c'est celui sur lequel je suis en ce moment. Là, on vient de m'offrir le dictionnaire égoïste de la littérature française. Et je m'aperçois que je suis d'une inculture mais monstrueuse. Et imaginez-vous que l'autre jour, je me suis dit que j'allais m'acheter l'histoire de France pour les nuls. Parce que j'ai l'impression de ne plus rien savoir. Vous savez, c'est si loin tout ça. Et le livre de chevet que je voudrais avoir, c'est presque mes livres de terminale. Et je ne sais plus rien, alors je peux tout recommencer. Vous avez un rêve inachevé? Oh oui. Oh oui. Oh oui, j'ai vraiment pas réussi sur le plan du couple. Avec 3 mariages. Oui, j'ai vraiment pas réussi ce truc-là. Et au fond, si on m'avait demandé quand j'étais jeune qu'est-ce que vous auriez aimé, j'aurais dit vivre toute ma vie avec un homme que j'aurais adoré et avec qui j'aurais eu
eu les enfants que j'ai eus et qu'on aurait élevés ensemble et avec qui j'aurais partagé la longue aventure. C'est ça, réussir sa vie? Ah, j'en sais rien, parce que je vois que c'est très 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 difficile. Si, je peux pas donner ça comme idéal aux gens, parce que c'est tellement difficile que je crois que ceux qui y parviennent, je les admire beaucoup, mais moi j'ai pas réussi. Mais vous savez que j'ai un fils qui va bientôt fêter ses 27 ans de mariage et apparemment il est parti pour la gloire. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous rendre visite dans cette émission, Christiane Collange. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour les 30 ans qui arrivent là? Oh, on peut me souhaiter de garder mon envie de vivre et de ne pas devenir ramolli du caberlot. Eh bien, nous terminerons sur cette expression savoureuse de cette émission. Merci beaucoup, Christiane. Au revoir. Au revoir.